Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous montre une ville qu'on associe souvent aux attentats et aux guerres. Voici Bagdad, la capitale de l'Irak, qui, depuis l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein en 1990, n'a pas eu beaucoup de répit. Embargo, intervention américaine, guerre interconfessionnelle, groupe État islamique et une population qui regarde aujourd'hui sans illusion une classe dirigeante qu'elle juge incompétente et corrompue, inapte à garantir la souveraineté du pays. En Irak, de nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponse. Quelle présence américaine après le retrait annoncé du pays? L'Iran va-t-il profiter de ce départ pour imposer encore plus fortement son influence, laquelle n'est pas acceptée de tous les chiites? Quel avenir pour la partie kurde? Enfin, la situation sécuritaire va-t-elle se dégrader toujours plus avec la présence de Daesh dans la région? Aujourd'hui, on l'aura compris, on vous raconte l'Irak, passé, présent, futur. L'Irak est situé au cœur du Moyen-Orient. Le pays s'étend sur une superficie de 435 000 km² et a pour voisins la Turquie, l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie. Majoritairement aride, l'Irak est traversé par deux fleuves mythiques, le Tigre et l'Euphrate, qui encadrent une vaste plaine fluviale très fertile, cultivée depuis l'Antiquité et qui concentre l'essentiel des cultures et des populations. Compte tenu de sa situation géographique, l'Irak a toujours été un carrefour. Carrefour commercial, car situé sur deux des principales routes de la soie, carrefour ethno-linguistique, car le pays se trouve à la croisée des mondes persanophones, turcophones et arabophones. 80% de la population parle arabe, 20% kurde, une langue irano-indo-européenne. À ces deux groupes majoritaires s'ajoutent des minorités turkmènes et azéries, assyriennes et arméniennes. À ces différences linguistiques se superposent des différences religieuses. Les Irakiens arabophones sont à 75% chiites et 25% sunnites. Les Kurdes sont eux aussi majoritairement sunnites. S'y ajoute la minorité yézidi, dont les croyances sont antérieures à l'islam, ce qui en fera une des cibles privilégiées de l'État islamique. Et d'autres groupes très minoritaires sur le plan numérique, les chrétiens, assyriens, chaldéens et arméniens. Cette mosaïque de peuples et de croyances va avoir une importance considérable dans le jeu politique du pays. On y reviendra, mais avant cela, faisons un peu d'histoire. Sous domination ottomane à partir du XVIe siècle, l'actuel Irak passe sous mandat anglais en 1919, puis devient un royaume à part entière en 1921. Mais l'Angleterre garde une influence importante sur la politique du pays, entraînant de nombreuses révoltes. En 1958, des officiers prennent le pouvoir et proclament la République d'Irak. Dominée par le parti Baas, le parti de la Renaissance arabe et socialiste, la jeune République se stabilise à partir des années 1970 grâce aux revenus qu'elle tire de ses importantes ressources pétrolières et au soutien qu'elle reçoit de l'URSS. Le droit de vote est accordé aux femmes et la minorité kurde accède à une certaine autonomie. Mais en 1979, l'arrivée à la présidence de la République à 42 ans de Saddam Hussein et celle concomitante de l'imam Khomeini à la tête de l'Iran voisin vont bouleverser l'équilibre régional. Rompant avec l'héritage communiste et social du pays, Hussein s'arroge rapidement tous les pouvoirs et renforce ses liens avec les monarchies du Golfe. Pariant sur une déstabilisation de l'armée iranienne suite à la révolution qu'elle vient de traverser, et convoitant les richesses pétrolières de la région arabophone iranienne du Khouzistan, il déclare la guerre à l'Iran en septembre 1980. Le calcul s'avérera désastreux. Le gouvernement chiite de Khomeini sortira renforcé de cette guerre avec l'Irak, qui dure jusqu'en 1988. Tandis que Saddam Hussein en ressort affaibli, accusant une perte estimée à 130 milliards de dollars. Alors, pour tenter de reprendre la main, Saddam Hussein essaie en 1990 de s'emparer des richesses pétrolières de son voisin koweïtien. Mais après 7 mois d'occupation, le dictateur doit plier devant une coalition internationale dirigée par les États-Unis.
En mars 1991, l'Irak est placé sous tutelle de l'ONU et subit un embargo international qui l'empêche d'exporter librement son pétrole, la première source de revenus du pays. Affaibli, Saddam Hussein accentue encore un peu plus sa terrible répression, principalement contre les Irakiens kurdes et chiites. On l'aura compris, les années Hussein ont été des années de chaos pour les Irakiens. De surcroît, en 2003, suite aux attentats du 11 septembre, les États-Unis de George W. Bush, prétextant la possession d'armes de destruction massive par Saddam Hussein, attaquent l'Irak. S'ils mettent fin au régime du tyran irakien, ils ne vont pas parvenir à installer une démocratie pérenne et le pays s'enfonce alors dans une véritable guerre civile. C'est ce qu'on va voir maintenant. La nouvelle coalition emmenée par les Américains et largement soutenue par les Britanniques parvient à contrôler le pays en moins d'un an. Elle met en place un gouvernement de transition acquis à la cause occidentale, dont les choix en matière de gouvernance vont s'avérer dramatiques. Car Paul Bremer, l'administrateur américain en Irak, décide de mettre au banc toute personne appartenant au parti Baas, alors même qu'aucune fonction officielle n'était accessible sous Saddam Hussein sans appartenir à ce parti. Du jour au lendemain, 600 000 fonctionnaires, policiers, enseignants et militaires se retrouvent donc sans emploi. Majoritairement sunnites, ils vont nourrir un ressentiment profond contre l'Occident. D'autant que les Kurdes et surtout les chiites, exclus de l'ancien système, sont désormais seuls jugés capables par les Américains de bâtir une véritable démocratie. Toutes les conditions sont réunies pour mener à la guerre civile. Rapidement, des révoltes éclatent et des Irakiens sunnites s'engagent dans le djihad pour libérer leur pays de l'occupant américain. En 2006 et 2007, les villes de Bagdad, Ramadi, Kerbala, Nadjaf, Al-Hila, Kirkouk et Mossoul sont le théâtre d'attentats quasi quotidiens. On estime à 120 000 le nombre de morts entre 2006 et 2011. 2011, nouveau tournant. Les Américains décident de retirer la majorité de leurs troupes, 39 000 hommes, sous la pression de leur opinion publique. Sauf que sur place en Irak, rien n'est réglé. La démocratie est inopérante et le régime est l'un des plus corrompus au monde. Ce départ des troupes américaines va donner des ailes aux groupes djihadistes qui se sont fédérés sous le drapeau de l'État islamique, un nouveau chapitre cauchemardesque pour l'histoire irakienne. Des milliers d'aspirants au djihad arrivent de l'étranger. Et au début 2015, le mouvement au sommet de son pouvoir contrôle un immense territoire couvrant une partie de la Syrie et de l'Irak dont il pille les richesses. C'est alors le retour des États-Unis en Irak, à la tête d'une troisième coalition internationale. Ils vont avec leurs alliés bombarder massivement les positions de Daesh, pas moins de 600 attaques pour le seul mois de janvier 2015. Relayés au sol par l'armée irakienne et les milices chiites au sud, ainsi que les troupes kurdes au nord, les frappes aériennes finissent par porter leurs fruits et font reculer Daesh. Son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, est tué lors d'un bombardement en Syrie en octobre 2019. Mais si les Américains et leurs alliés ont réussi à réduire la montée du djihadisme, ils ont aussi renforcé l'influence de l'Iran en Irak, car Téhéran finance de nombreuses milices locales qui ont combattu Daesh. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir et la détérioration des relations américano-iraniennes, l'Iran aurait orchestré de nombreuses opérations contre les intérêts des alliés américains dans la région. Certaines auraient été conduites depuis le sol irakien avec l'appui des milices chiites, bénéficiant du laisser-faire du gouvernement pro-iranien en place à Bagdad. À l'automne 2019, une série d'attaques et de contre-attaques mène à l'assassinat à Bagdad par un drone du général iranien Soleimani, l'un des plus hauts dignitaires du régime, déclenchant la fureur de Téhéran. Imputée aux Américains, la mort de Soleimani aura aussi pour conséquence de pousser le Parlement irakien à voter le retrait définitif de toute troupe américaine de son territoire, ce qui ne marque pas nécessairement la fin de l'influence de Washington dans le pays. Tout n'est pas gagné pour autant pour Téhéran, car l'ingérence iranienne a soulevé une puissante vague de protestations à partir de septembre 2019.
Des manifestations portées par une jeunesse précarisée qui aspire à l'émergence d'un nationalisme irakien dépassant les clivages entre sunnites et chiites et rejetant les ingérences étrangères, iraniennes et américaines notamment. Cet élan, s'il résiste à la répression, devra également composer avec le troisième groupe fort du pays, les Kurdes. Ces derniers ont profité de la faiblesse du pouvoir central pour renforcer leur autonomie grâce au contrôle sur les champs de pétrole présents dans leur territoire. Un contrôle qu'ils ont déjà tenté d'étendre au-delà des frontières actuelles du Kurdistan autonome, notamment en s'emparant de Kirkouk et de ses énormes gisements entre 2014 et 2017. Vous l'aurez compris, l'avenir de l'Irak reste incertain et sa souveraineté toujours pas acquise. Sans oublier la situation économique et sociale catastrophique, le chômage des jeunes, particulièrement alarmant. Ils ont d'ailleurs été nombreux à l'automne 2021 à tomber dans le piège du Biélorusse Loukachenko, promettant de les faire passer en Europe via Minsk. Il s'agissait majoritairement de jeunes Kurdes à la recherche d'un nouvel horizon. Pour aller plus loin, le livre d'Adel Bakawan, L'Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours, chez Talandier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt.